nous évoluions tantôt avec la Guinée en parlant du coronavirus et les premières vaccinations avec le Sputnik V, le vaccin produit par un laboratoire d'épidémiologie et de microbiologie, Gamaleya, de la Russie. David Diababi, vous avez la parole avant la pause. Oui, je disais que chaque être humain a ses spécificités en termes d'organisme. Hein. Il faut pas l'oublier. Je citais tout à l'heure l'exemple de la peau des Africains qui supportent la chaleur du soleil, contrairement à un Européen ou à un Blanc qui arrive. C'est vrai, on parle de coups de soleil, etc. Mais l'Africain n'a jamais eu de coups de soleil. Hein. Et nous avons une alimentation qui est spécifique à l'Afrique. L'Africain consomme ce que l'Européen ne peut pas consommer parce que son organisme ne peut pas l'accepter. Mon cher Diababi, ce que l'Africain consomme, l'Européen peut le consommer. Non, mais on a vu, Chris, je suis désolé, mais on a... Non, c'est la culture, c'est l'Afrique, c'est la culture. C'est-à-dire que ce n'est pas... Je parle d'alimentation. Oui, c'est pas la culture. C'est la culture. Je ne parle pas de culture. Je parle d'alimentation. Tiens, de la culture. Mange ne peut pas être mangé forcément par un Européen. Des gens ont tenté. Oui, peut-être aujourd'hui. Non, peut-être aujourd'hui. Ce que le Chinois mange mais ne peut pas être mangé par l'Africain parce que des gens ont tenté de manger le régime alimentaire chinois. Ils ont été malades. Et nous avons un corps n'a rien à voir avec l'idée de la race. C'est la même chose. C'est à cela je dis le vaccin qui a été trouvé en Russie. C'est vrai, Chris disait tout à l'heure que l'expérimentation avait été faite sur toutes les races. On ne nous l'a pas montré. Je ne sais pas si vous non, c'est scientifique. Moi, je ne l'ai pas vu. Là, on parle ça de scientifique. Ça fait partie de la démarche scientifique. On n'a pas besoin pour ce cas de venir vous en parler. Est trouvé dans un pays autre que le pays qui est récepteur et qui va l'utiliser au sein de sa population. Comme tu l'as dit, on verra ce que ça donnera, sauf qu'aujourd'hui, en termes de vaccins, il faut faire très attention parce que pendant très longtemps, des gens sont partis de leur pays pour venir sauver des Africains, mais à la fin, on a vu les conséquences, on a vu des décès incompréhensibles. Alors, le débat, Ibrahim Acha, il est toujours assez vif au niveau des pays occidentaux même, où la question d'efficacité du vaccin se pose toujours avec acuité. Et David disait quelque chose d'intéressant, et j'écoutais un éminent professeur français qui le disait également, que les questions de vaccin sont purement un leurre scientifique, parce qu'il estime que les organismes humains sont différents les uns des autres. J'ai pas le même organisme qu'un autre, peut-être de la même région, et que c'est pour ça que chacun est suivi par un médecin qui connaît les spécificités de la personne et qu'on ne peut pas appliquer des vaccins pour dire qu'on règle le problème de la même manière sur toutes les personnes. Exactement, c'est ce que je disais. Je disais que nous devons faire attention, surtout les dirigeants africains, dans la commande de ces vaccins, parce que moi je me réfère toujours au cas sud-africain. Lorsqu'on a parlé de la variante de coronavirus en Afrique du Sud, la variante qu'on a trouvée là-bas n'a rien à voir avec ce qui a été trouvé en Angleterre. Ça voudrait dire qu'il y a d'abord l'environnement qui joue, et il y a aussi le côté, bon, quand on parle de l'environnement, c'est le climat, c'est la végétation, c'est ce qui entoure, c'est la peau, bien évidemment, c'est la peau. Et sans oublier aussi les réactions, parce que l'homme noir, quoi qu'on dise, a des réactions spécifiques en matière de physiologie. Quand je prends un peu le plasmodium, quand vous prenez un Américain, un Européen ou bien quelqu'un que vous emmenez en Afrique, qui a un taux de plasmodium qui dépasse un peu peut-être le 50 par millimètre cube, mais il est dans le coma. Mais l'Africain peut aller jusqu'à 90, mais il est bien portant, il va au champ. Vous comprenez? Donc ça voudrait dire que l'organisme réagit autrement. Et donc, l'organisme des Africains, moi je me dis que pour pouvoir produire un vaccin, il faut faire extrêmement attention, il faut voir est-ce que nous pouvons répondre. Et ce virus-là, puisque c'est un nouveau virus, personne n'a une, historique par rapport à ce virus. Donc comment ça réagit au niveau de l'Afrique, on ne sait pas, parce qu'en Europe, quand vous prenez les dizaines, des centaines, des milliers de morts, mais en Afrique, ce n'est pas le cas. On ne voit pas des morts comme ça en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Je pense que les épidémiologistes nous diront que c'est par rapport à notre immunité. Nous l'avons
acquise comment, la question reste posée. Donc, je soutiens toujours que ce vaccin ne va pas, à mon avis, régler le problème de coronavirus en Afrique, mais il va falloir que, c'est là où je rejoins David, que les chercheurs africains s'y penchent et voient véritablement qu'est-ce qu'il faut pour les Africains. Et je ne veux pas être pessimiste et peut-être vous choquer, mais je dirais tout simplement que les dirigeants africains ont échoué sur ce plan. Même les hôpitaux, on n'en a pas. Et vous parlez des laboratoires de pointe, pour pouvoir fabriquer un vaccin, ça ne peut être que des chimères. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup estiment aussi qu'il y a lieu de beaucoup plus réfléchir côté remède que vaccin. De toute façon, le fait qu'on fasse des recherches en matière de vaccins n'empêche pas qu'on continue de trouver et de chercher aussi les remèdes, parce que de toute façon, les gens seront toujours malades, vont contracter le virus. Ça voudra dire que quand bien même... On a l'impression que les laboratoires occidentaux s'alignent sur... Non, c'est-à-dire que l'urgence qu'il y a en ce moment, c'est de faire en sorte de mettre un stop à la propagation du virus. Je crois que ça, c'est comme cela que la chose s'était annoncée, parce qu'on était en face d'une situation, on était en face d'une pandémie, et on devait arrêter. Lorsque vous avez deux mots, il faut choisir le moindre, parce que là, ce qu'il faut arrêter tout de suite, c'était la propagation du virus. Et je crois que la recherche était allée dans un premier temps dans ce sens. Même maintenant que là, on a moins de pression, on va peut-être sans doute réfléchir davantage à la question de remède. Je crois que les deux valent la peine, mais seulement ne valent pas la peine de la même façon, parce que face à la propagation très rapide du virus, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire des recherches qui trouvent des vaccins qui stoppent. Mais ça revient au... Voilà, maintenant, mais n'empêche que en ce moment, même si dans les laboratoires, on fait des recherches pour les remèdes, on ne nous dira pas que voici ce que nous sommes en train de faire, parce que vous savez, les laboratoires travaillent, quand bien même il n'y a pas ces vaccins, les laboratoires ont toujours continué de travailler, et je ne crois pas qu'aujourd'hui, ils ne sont pas plus sensibles à la question des remèdes, plus que nous, puisque c'est leur domaine. Et je crois qu'ils en savent mieux que nous. Et je ne crois pas que parce qu'ils étaient en train de chercher les vaccins, ils devraient arrêter, par exemple, de faire des recherches en matière de remèdes, en matière du curatif. Sur le plan curatif, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut regarder vers l'Afrique, parce que ça va venir du naturel, des plantes, et on n'a pas aussi trop l'impression que les gens ont envie de cette solution-là. L'Afrique, elle ne doit pas compter dans cette recherche-là. Bon, de toute façon, si l'Afrique doit compter dans la recherche du curatif, ça ne dépendra que de l'Afrique. Personne ne viendra de l'Europe, de l'Occident en général, des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, ni même de la Chine, qui aujourd'hui développe une autre coopération plus permissive avec l'Afrique. Ça ne viendra pas de là. Il faut que l'Afrique elle-même se prenne en charge, parce que nous sommes dans un monde de compétition. Et mon frère Jacques Baville a dit tout à l'heure que les vaccins ne se distribuent pas, il faut les acheter. Donc, il y a question de commerce, et tant qu'on est dans ce secteur-là, je crois que l'Afrique doit savoir se prendre en charge, se dire que on ne peut pas, l'Occident ne peut pas continuer de la pouponner, parce que l'Occident a fait déjà l'expérience du plan Marshall dans les pays asiatiques. Aujourd'hui, ces pays asiatiques-là sont devenus des dragons, qui sont devenus des concurrents très sérieux, qui fabriquent les biens de consommation, qui concurrencent les Occidentaux sur le marché qui est exigu. Donc, ils ont appris de cette histoire-là. Ils n'ont plus envie de recommencer, que ce soit l'Afrique ou ailleurs. Mais je voudrais lever un équivoque, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit prudent pour ne pas dire que le vaccin qui s'annonce va être pour l'Afrique ne sera pas bon, parce que ça risque de créer des clichés, et vous savez la façon dont ces clichés-là sont consommés en Afrique. Il faut que les journalistes soient prudents par rapport à la dénonciation du fait que ça peut être un vaccin qui ne soit pas vacciné en Afrique, etc. Je crois que c'est dangereux d'avancer dans cette ligne-là. Hein? Le vaccin qui est trouvé, et il ne faut pas qu'on pense que c'est
peut-être il y a un complot dedans. C'est parce que l'Afrique ne l'a pas trouvé. Non, personne ne l'a pas trouvé. Personne ne dit ça. Nous n'avons pas évolué. Mais je dis seulement qu'on soit prudent. Parce que la compréhension que nous on a de la chose, ce n'est pas forcément cette compréhension-là que les gens qui sont dans les campagnes, etc. Parce que cette télé est très suivie, surtout dans les campagnes. Donc je voudrais qu'on soit prudent. C'est la conséquence directe de la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident. C'est extraordinaire. Moi je dis, j'ai jamais compris pourquoi on n'a pas capitalisé sur les recherches scientifiques en Afrique. Les remèdes dont on parle là, au final, ils reviendront au point de départ. Il y a le vaccin qui a été trouvé, n'est-ce pas? On parle d'efficacité. Pour le moment, personne ne peut à 100% authentifier. Mais à la suite, on propose une autre voie pour rechercher la solution curative. Et c'est les remèdes. Les remèdes, c'est avec les plantes. Et ça reviendra forcément en Afrique. C'est ce qui m'a découragé. Le remède, c'est pas forcément avec les plantes. Moi, je le dis là parce aussi, il faut être prudent. J'ai vu comment des pays africains se sont investis pour trouver des remèdes contre c'est pas parce qu'il y a des plantes. Et ça a été démontré efficacement dans certains pays. Mais ça s'est arrêté seulement en Afrique. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle de vaccins, on parle de Russes, on parle d'Américains, on parle de Chinois, etc. Mais tous les jours, les médias occidentaux en parlent. Combien de fois ces médias occidentaux ont parlé du remède de Mais ce ne sont pas les pays. Il ne faut pas qu'on doit toujours les Occidentaux. J'ai essayé de le démontrer tout à l'heure qu'ils ne le feront pas. Il faut que nous-mêmes nous parlions de ce que l'Afrique doit faire. On se rend compte de ce virus-là. Mais aujourd'hui, les réalités sont là. En Afrique, combien nous sommes à être malades? Comment on peut expliquer la résistance que l'Africain fait contre ce virus-là? Mais c'est un autre débat, je crois. On aura l'occasion peut-être de revenir par ailleurs sur ce débat. Continuons maintenant avec la Côte d'Ivoire, où Pascal Affi-N'Guessan, qui est leader d'une des factions du Front populaire ivoirien, a recouvré sa liberté hier, mercredi 30 décembre, alors que des dizaines de partisans fêtaient son retour dans sa luxueuse résidence du quartier UP de Riviera Golf à Abidjan, applaudissant, chantant et dansant, esquissant des pas de danse. Pascal Affi-N'Guessan, 67 ans, s'est dit en bonne santé, heureux de retrouver la liberté et soulagé de retrouver famille, amis et camarades de lutte. Il est apparu cependant un peu fatigué, avec des cheveux blancs et une barbe blanche inhabituelle chez celui qui a été un ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo, quelqu'un qu'on a l'habitude de voir tirer chaque fois à 4 épingles. Lui-même, il a dit, Ibrahim Acha, qu'il n'a subi aucune maltraitance, mais on sent que ces 2 mois de détention l'ont véritablement éprouvé. Ah oui, et quand on parle de détention, vous comprenez en même temps. Et Pascal Affi-N'Guessan, quoi qu'il dise, il ne peut pas aller jusqu'à décrire dans les moindres détails ce qu'il a subi. C'est un homme politique, donc ses propos doivent être diplomatiques, ses propos ne doivent pas être des propos qui puissent aller dans le sens d'une appréhension des traitements inhumains, dégradants qui ont été affligés à sa personne. Il ne peut pas le dire, c'est diplomatique et c'est politiquement correct, ça ne se dit pas. Vous comprenez? Donc, mais lorsqu'il est sorti de son lieu de détention, à première vue, quand vous le voyez, vous savez qu'il a eu à subir des choses. Et quand nous savons aussi les conditions dans lesquelles on appréhende les gens, surtout sous les tropiques, la brutalité inouïe avec laquelle les forces de l'ordre interpellent les gens, et surtout un Pascal Affi-N'Guessan qui tentait de quitter le pays et qui a été rattrapé. C'est ce que dit le pouvoir. Lui-même, il dit qu'il allait dans son village d'origine. Qui se trouvait dessus. Ce qui est sûr qu'il était recherché à Abidjan. On ne l'a pas vu à Abidjan, on est allé l'appréhender loin d'Abidjan. Donc il tentait de quitter Abidjan. Vous comprenez? Et donc, il ne sera pas d'accord avec toi. Non, mais il a quitté Abidjan, il n'est pas à Abidjan. Et il était loin d'Abidjan. Il était recherché à Abidjan, mais on l'a vu loin d'Abidjan. Donc le monsieur a été cueilli là-bas. Vous comprenez que son arrestation ne peut que cacher beaucoup de choses en matière de traitement inhumain et dégradant. Mais il ne va pas le dire parce que c'est un politique de haut niveau. Il dira seulement qu'il se porte bien. Et bon, la suite, nous verrons. Mais ce qui est intéressant dans ce
ceci, c'est que, en tout cas, nous sommes contents de cette libération parce que son arrestation, son incarcération, bon, jusque-là, c'est des faits politiques qui ne plaidaient pas en bien pour le régime Ouattara. Et lui-même, il a compris parce qu'aujourd'hui, il doit s'adresser aussi à la nation et sur le plan, il doit faire un bilan sur le plan politique. Donc, sur le plan politique, ce n'est pas avec fierté qu'il dira qu'il a des prisonniers politiques dans ces geôles, dans ces lieux. À la nation. Non, il va s'adresser à la nation. La nation, c'est réservé au président. Oui, non, je parle de Alassane Ouattara. Il va s'adresser à la nation ce soir. Et donc, pour parler à la nation, on doit aussi faire un détour sur le bilan politique. Donc, sur le bilan politique, il dira que non, actuellement, la Côte d'Ivoire n'a aucun prisonnier politique. La preuve, il a libéré Afin Guessan la veille. Et donc, je pense que c'est aussi par rapport à la pression de Bédié aussi, qui a parlé d'aller dans des mesures de décrispation et d'apaisement afin que le dialogue qui a été déjà engagé entre lui et le président Ouattara, je parle de Bédié, puisse continuer et aboutir vraiment à quelque chose de potable qui puisse préserver la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Chris Ega, est-ce qu'on doit cette libération aux discussions qui ont eu lieu récemment entre le pouvoir, l'opposition et la société civile? Bon, de toute façon, ça peut être compris dans cette perspective-là, parce que vous savez, après la proclamation des résultats, après la proclamation du président sortant, pour encore 5 ans, pour un mandat de 5 ans, qu'est-ce qu'il reste à faire? Parce que c'est un objectif que le Ouattara poursuivait et que cette élection puisse arriver dans des conditions telles que la Côte d'Ivoire soit encore en une pièce unique. Je crois que c'est un défi énorme qui a été relevé et aujourd'hui, il faut passer à autre chose. C'est surtout cette façon-là que je comprends, c'est surtout qu'on a nommé un ministre de la réconciliation. Il faut faire de la réconciliation. On ne fait pas la réconciliation en maintenant les gens dans les geôles, surtout que c'est pour des faits politiques, parce que ce n'est pas pour un flagrant délit ou un fait de droit commun pour lequel on l'a arrêté, mais on l'a arrêté parce qu'on s'imagine qu'il était en train de provoquer de l'agitation dans le pays. Il ne faut pas qu'il y ait de dérapage. Je crois que c'est dans ce sens-là, c'est pour ça qu'il a été arrêté. Et maintenant qu'aujourd'hui, l'accalmie est revenue, une accalmie relative est revenue en Côte d'Ivoire, il faut passer à une autre étape de la réconciliation en libérant celui dont on prêtait l'intention d'agiter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a retrouvé son calme. Il faut revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, et je crois, dans ce contexte-là, c'est les discussions qu'il y a eu, déjà la rencontre entre Ouattara et Bédié. Il faut aller dans ce sens parce que récemment Bédié se disait dupé par Ouattara parce qu'une fois qu'il s'est installé au pouvoir, il fait comme si on remettait au canon grec la discussion avec l'opposition. Je crois qu'il a fait une sortie dans ce sens-là et il voulait remettre encore une couche de manifestation sur ce qu'on a déjà observé. Je crois que ça a réveillé Alassane Ouattara qui s'est dit qu'il faut aller quand même vite dans le sens de la réconciliation, posant des actes forts. Surtout qu'aujourd'hui, il doit s'adresser à la nation. Si vous vous adressez à la nation, je crois qu'un des thèmes essentiels que cette adresse-là va développer, c'est la réconciliation. Or, vous ne faites pas de la réconciliation maintenant les gens en détention, les gens qui ne font que de la politique, ce qui est leur droit, la Constitution le leur reconnaît. Vous ne les maintenez pas en prison parce qu'ils sont vos adversaires. Je crois que c'est ce que Alassane Ouattara a compris. Et s'il a libéré, c'est de bonne guerre. Et puis, il faut qu'il continue dans le sens de la décrispation en posant encore des actes qui admettent ceux qui sont à l'étranger. Aujourd'hui, il y a les Gbagbo, il y a le Guillaume Soro. Je crois qu'il a encore un peu plus à faire pour que le calme revienne complètement. Voilà. D'ailleurs, Pascal Afin Guessan a déclaré hier « J'espère que les autorités ne s'arrêteront pas à ma libération, qu'ils vont pouvoir continuer en libérant d'autres personnes. » Le président Alassane Ouattara lui-même, en Conseil des ministres, c'était mercredi, il a parlé d'un pas important
après que le dialogue politique s'est tenu, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est véritablement un pas important qu'il a posé, que le pouvoir a posé en élargissant Pascal Affi-N'Guessan? C'est de la poudre aux yeux des Ivoiriens, de la part du président Ouattara. Affi-N'Guessan ne représente rien. En termes d'assises politiques à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Affi-N'Guessan a quel poids politique? C'est la dissidence qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il paye le prix de sa cohabitation avec le pouvoir ivoirien. Sa libération ne représente rien. Demandez aux Ivoiriens, il n'y a qu'une dizaine de militants qui sont allés l'accueillir dans son palais. Affi-N'Guessan a été arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a annoncé sa libération? Non, mais écoutez, ça a été un regroupement spontané. On ne peut pas avoir plus de monde que ça. Qui a été mis en prison pendant 2 mois, qui n'a ému personne à Abidjan et qu'on libère. Vous pensez qu'il faut convoquer une conférence de presse avant que les militants ne sortent? Non. Si c'est Gbagbo qui rentre à Abidjan, qu'il soit annoncé ou pas, dès que l'avion atterrit à Abidjan, ça serait un événement. Voilà. Non, c'est pas la même carrure. Voilà. Il faut pas situer les choses sur cette échelle-là. Aujourd'hui, Ouattara libère un ami. Mais dire qu'il n'est rien. Un prisonnier politique, mais N'Guessan ne représente rien. Ayons l'honnêteté de le dire. Il faut pas être excessif. La preuve, combien de militants du FPI sont avec lui aujourd'hui? Il s'est présenté aux élections présidentielles. Quelle a été la décision qu'il a prise finalement? C'est de se rallier à la coalition de l'opposition. C'est tout. N'Guessan aujourd'hui est un pion que Ouattara est en train enfin, il joue avec pour trouver le sommeil de Gbagbo. Tout le monde le sait. Et lui, il en est fier. Quand on l'a mis aux arrêts, vous avez vu les conditions dans lesquelles il était. Il mangeait, nous on a vu les images, il mangeait du poulet, il mangeait des pommes de terre frites, etc. Allez demander aux prisonniers qui sont à Lomé ici, des prisonniers politiques. Adjamagbo a fait la prison dernièrement. Elle avait eu droit à ces traitements. On voit aussi la photo qui est derrière, Pascal Affi-N'Guessan, il est reconnaissable. Et donc aujourd'hui, on sent qu'il a. C'est pas dans un hôtel qu'il est allé. Non, mais c'est une pièce de théâtre politique qui est jouée par ceux qu'on connaît. Et donc aujourd'hui, j'estime quand même que ça... La politique, on l'appelle une scène. Voilà. Sa libération aujourd'hui n'apporte rien à la réconciliation en Côte d'Ivoire. La vraie réconciliation, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Les gens sont dehors, ils sont en exil, ils ne peuvent pas rentrer. On a fait établir 2 passeports à Gbagbo. Mais pourquoi ils ne rentrent pas? Tout le monde sait pourquoi ils ne rentrent pas. Pourquoi et l'autre, Blé Goudé, ne rentre pas. D'autres leaders, d'autres voilà, etc. Pourquoi ils ne rentrent pas? Vous voulez faire la réconciliation et vous choisissez ceux avec qui vous voulez vous réconcilier. Ce n'est pas normal. Et donc, Affi-N'Guessan et sa libération ne regardent que Ouattara et son acolyte d'Affi-N'Guessan. Les Ivoiriens aujourd'hui n'ont rien à cirer de cela. La vraie réconciliation, tout le monde sait par où ça doit passer. Non, je voudrais que mon confrère David ne banalise pas le fait politique qui s'est passé en Côte d'Ivoire au cours de ces élections. Il y a eu des violences communautaires. Et vous savez ce qui était à l'origine de ces violences. Ceux qui ont appelé les jeunes à prendre les machettes, ceux qui ont appelé les jeunes à troubler l'ordre public. Vous le connaissez très bien. Affi-N'Guessan en fait partie. Ce sont des gens des politiques qui ont été identifiés comme des acteurs, des meneurs de l'opposition, qui ont voulu troubler le processus électoral. Ça, ce n'est pas du nouveau, ce n'est même pas un secret, tout le monde le sait. Et lorsqu'on a proclamé les résultats, ils étaient prêts à mettre en place un gouvernement de transition. Et ça, c'est des faits politiques vraiment très dangereux dans une république. Qui se veut normal et c'est qu'on ne touche pas aux leaders de cette coalition qui avaient annoncé. Ils ont annoncé la création d'un gouvernement de transition présidé par Bédié. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'on ne touche pas à Bédié. Ouattara ne fait pas arrêter Bédié. Il va faire arrêter non, mais ça a été expliqué. Ça a été expliqué. En quoi? Ça a été expliqué. Quand vous prenez un peu le camp Ouattara, ça a été dit que Bédié était à un âge avancé, compte tenu de son statut. Mais c'est lui le leader. On ne pouvait pas le détenir. On ne pouvait pas l'incarcérer. Mais quand vous prenez un peu Affi-N'Guessan, c'est comme la part de responsabilité d'Abidjan, de la ville. Il sortait de la ville. Et non seulement ça, il était vraiment l'acteur principal, la pièce maîtresse même de ce gouvernement de transition qui devait être mis en place. Donc,
les degrés de responsabilité par rapport à l'acte politique donc, posé, moi je dirais que Afik N'Guessa a pris vraiment une part très grande et voilà pourquoi il a été arrêté. Et donc son arrestation, si vous prenez ça comme un fait banal ou bien c'est une théâtralisation, moi je dirais que non. Ce n'était pas une théâtralisation, mais c'était des faits politiques. Ceux qui ont appelé à des troubles ne sont pas seulement venus du camp de l'opposition. On a vu des noms, on a vu des visages. Vous savez ce que les jeunes militants... Jusque-là, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Sur les réseaux sociaux... Les violences, c'est dans les deux camps. Je suis d'accord avec vous. Je suis très d'accord avec vous. Mais comment en est-on arrivé là? C'est parce qu'il y a une coalition de l'opposition qui a voulu... troubler, entre griffes, l'ordre normal des choses dans le pays. Quand je parle de l'ordre normal des choses dans le pays, c'est par rapport à ce processus électoral. C'est parce que quelqu'un a voulu violer sa parole donnée. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Encore un troisième mandat. Si c'était contre les élections, il n'allait pas être candidat. En toute honnêteté, mon frère, il n'allait pas être candidat. Si Ouattara ne s'était pas présenté ils ont accepté à cette élection, est-ce candidat. que vous estimez qu'il y aurait eu ces morts et ces blessés et ces violences en Côte d'Ivoire si Ouattara ne s'était pas présenté à cette élection? Non, peut-être qu'il n'y en aura pas. C'est un autre débat. A été libéré. Mais moi, je suis en train de lire aussi, de regarder une phrase que disait Alassane Ouattara, Chris Ega, qui peut-être va un peu confirmer ce que dit David Diakbavi en parlant de Pascal Afik N'Guessa comme d'un épiphénomène, surtout dans le macrocosme qu'est le FPI, puisqu'il est techniquement censé être le président du FPI légal. Oui. Mais le président Alassane Ouattara dit ces élections qui s'annoncent législatives nous permettront de voir le vrai paysage politique de notre pays après plus de 10 ans d'absence de certains partis. En parlant du FPI, or il sait que le FPI légal était aux élections. Alors qu'il parlait là de Laurent Gbagbo, donc du FPI Laurent Gbagbo, qu'il mesure aujourd'hui comme... Non, c'est que je parlais du pays normal, légal, ne voudrait pas dire qu'on lui accorde plus de crédit que les dissidents. C'est-à-dire, il faut qu'on fasse cette lecture de la chose. C'est-à-dire, c'est comme vous prenez les deux partis, UFC et l'ANC. Au départ, ce sont les mêmes personnes. Il y a eu dissidents, c'est comme vous prenez les FDR et le CAR. Il peut arriver que les dissidents aient plus de poids que ceux qui sont restés fidèles. Et je crois que c'est ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien que cela, FBI légal et FBI Gbagbo. Or, parce que Gbagbo, le FPI illégal a pris de l'envergure, a gardé son envergure, parce qu'on sait que l'autre, là, n'est parti qu'avec des gens avec qui il pourrait bien partir, des gens qui ne faisaient pas le poids. Ça, c'est une réalité. Et puis, cela s'est passé au Togo, ici, lorsqu'il y a scission, il y a forcément un camp qui est plus représenté, qui est plus nanti que l'autre. Ça dépend de la carrure de celui qui entraîne les gens dehors ou de celui qui reste. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, celui qui voudrait rester, c'est-à-dire qu'il avait ses raisons, il disait que il ne faut pas limiter le parti au seul Laurent Gbagbo, il faut que le parti continue de vivre, faire vivre même le parti, faire vivre le parti. Non, c'est-à-dire, ce qui est un débat, ça c'est un autre débat aussi, mais il n'y a que lui pour le dire, parce que lui, il estime, il était peut-être dans un jeu avec Alassane Ouattara, ça, on peut dire, on peut faire des discussions là-dessus, mais ce qu'il ne faut pas nier, c'est que dans ces derniers mois, ou bien ces dernières semaines, Afik N'Guessa a pris quand même du grade parce qu'il a su exploiter le contexte politique actuel pour se hisser à un autre niveau, parce qu'il a saisi certaines opportunités. Attention, il ne faut pas banaliser cela. C'est-à-dire, c'est le fait de passer au-dessus des faits comme ça. Moi, c'est ça qui est dérangeant. C'est-à-dire que M. Diakbavi ne perçoit pas la subtilité de la politique. Écoutez, est-ce que tu peux me laisser parler? Si tu ne me laisses pas parler, on risque d'être tout simplement inaudible. Je voudrais dire que là, si tu me... Ce que je voudrais te dire, c'est ceci. Je dis que tu ne perçois pas la subtilité de la politique. Si le débat doit être comme ça, on risque de...